Bienvenue dans votre magazine, dans la semaine en France. Ces images ne vous ont sans doute pas échappé. De gigantesques flammes aux portes de Marseille ou de Narbonne, dans le sud du territoire. Plus de 7000 hectares déjà partis en fumée, des pompiers mobilisés sur plusieurs fronts. Mais qu'en est-il depuis le ciel? De quels moyens de lutte, en particulier aériens, dispose-t-on en France? Élément de réponse tout de suite avec Valérie Lerouge. Des largages périlleux à 30 mètres du sol. 6 tonnes d'eau lâchées à chaque rotation. Toute la semaine, les Canadair ont montré combien ils sont indispensables pour fixer les feux de forêt. Au centre de secours et d'incendie de Bordeaux, un foyer est signalé à Capsieux. Feu d'herbes sèches et de broussailles. Superficie détruite, environ 2000 m². Des bombardiers d'eau sont aussitôt envoyés, filmés ici par un habitant. Ils sont devenus essentiels pour tenter de limiter la propagation des feux. Sur un feu sur lequel on a un côté qui est inaccessible, on va pouvoir le laisser complètement traité par les avions et pouvoir porter nos efforts avec les camions de l'autre côté. Donc on voit qu'il y a vraiment une complémentarité entre les moyens aériens et les moyens au sol. La France compte 12 Canadair. Leur principal atout, pouvoir se ravitailler en eau sans rentrer à la base. En 12 secondes, ils écopent dans un port, sur un lac ou en bord de plage, à quelques mètres seulement des baigneurs. Une opération à risque, comme le largage. Pour ces pilotes de l'extrême, souvent d'anciens de l'armée de l'air, il est plus dur d'être aux commandes d'un Canadair que d'un avion de chasse. Lorsque vous fermiez la verrière, vous aviez l'impression d'être dans un monstre de fer et être inattaquable, inatteignable. Alors qu'en Canadair, vous vous sentez plus fragile. Non pas que l'avion soit fragile, mais parce que l'environnement est hostile et que dans cet environnement, votre avion peut se transformer en feuille de papier. En Grèce, il y a 2 ans, ce Canadair a accroché un arbre pendant le largage. Une pièce s'est détachée. L'avion, incontrôlable, s'est crashé en 8 secondes, faisant 2 victimes. En France, le dernier drame remonte à 2019. Chacun de ces vols au-dessus des flammes est aussi nécessaire que périlleux. Voilà donc pour le descriptif et le fonctionnement de ces Canadair. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui Amélie Mouget. Bonjour à vous. Vous êtes directrice de la rédaction Reporter, magazine spécialisé dans l'environnement, le climat, les enjeux plus que jamais essentiels de ce siècle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amélie, on va d'abord revenir sur les limites peut-être aussi que présente le fonctionnement de ces Canadair, ou plutôt de cette flotte française qui est vieillissante. Ça, c'est le constat qui est fait aujourd'hui. Oui, tout à fait. En France, aujourd'hui, on a 12 Canadair et ils ont une trentaine d'années. Donc, ça pose des problèmes de maintenance, ça pose des questions de pérennité. Et il y a certains moments de l'année où seulement une partie de cette flotte est apte à voler et apte à fonctionner. Donc, il y a déjà eu des promesses pour remplacer complètement cette flotte avec des Canadair neufs et la compléter pour passer de 12 à 16. Mais ça tarde à venir. Les 2 Canadair supplémentaires qu'on attend n'arriveront qu'en 2028. Là, à l'aune des incendies qu'on a connus, des nouvelles promesses ont été faites, mais on vise plutôt 2030. Donc, à un moment, on a fait des économies budgétaires et on a fait des économies budgétaires notamment sur ces investissements de lutte contre les incendies et donc sur les Canadair. Donc il y a urgence et c'est d'autant plus urgent qu'on sait que le risque d'incendie a vocation à devenir de plus en plus important dans les années qui viennent du fait du réchauffement climatique et des conditions de canicule, sécheresse qu'on connaît en ce moment. Il y a donc des choix politiques, éminemment politiques, qui ont été faits de prioriser peut-être d'autres dépenses sur celle-ci. Certains sapeurs-pompiers ont aussi mis en garde en expliquant que cette flotte, si elle devait être mobilisée, pouvait être utilisée sur une partie du territoire parce que généralement, la saison des feux, elle concerne essentiellement le sud du pays. Aujourd'hui, elle peut aussi concerner le nord du pays. Il y a donc urgence plus que jamais à aller beaucoup plus vite. Tout à fait. À ce jour, il y a une base pour les Canadair, c'est à Nîmes. Il y avait eu la promesse, après les incendies en Gironde, d'ouvrir une deuxième base, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'en fait, on parle des incendies au moment où ils sont là. Ouais, et puis, le sujet repart sous le tapis et les promesses et les investissements ne sont pas toujours faits. Il y aura aussi besoin de moyens humains, parce que ce vers quoi on va, si on ne change
change pas nos trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi des incendies qui vont sur un territoire beaucoup plus vaste, toute la France, le bassin parisien, la Bretagne, on l'a déjà vu, la Loire-Atlantique, et un risque d'incendie concomitant qui se déclenche simultanément à plusieurs endroits. Et donc, les moyens humains et les moyens matériels comme les Canadair vont devoir être utilisés en même temps à plusieurs endroits, ce qui pose vraiment une question d'adaptation et c'est l'un des derniers endroits, je pense, où il faut faire des coupes budgétaires, puisque les années à venir vont nous demander un engagement fort à cet endroit-là. Et on le vit déjà. Je vous garde encore parce qu'il y a une autre actualité en France. Vous avez aussi suivi au sein de votre magazine. C'est l'adoption de la loi Duplon, du nom de ce sénateur qui a proposé le texte. À droite, on y voit la défense d'une agriculture à bout de souffle. À gauche, on s'insurge contre notamment le retour de l'acétamipride. C'est un puissant pesticide. Je vous propose d'écouter d'abord la réaction d'une élue écologiste, c'est Cyrielle Châtelain, et puis je vous fais réagir juste après. Le vote qui a eu lieu aujourd'hui, c'est un détonateur. C'est un détonateur qui va amplifier l'épidémie de cancer qui aujourd'hui déferle déjà sur la France. C'est un vote qui vient amorcer une régression mortifère sur les normes environnementales. C'est aussi un vote qui va déclencher dans le temps une colère absolument terrible et un profond sentiment d'injustice. Le ton très grave de Cyrielle Châtelain, Amélie. L'élu écologiste parle de détonateur qui va amplifier l'épidémie de cancer qui aujourd'hui déferle déjà sur notre pays, sur la France. C'est très très inquiétant d'entendre cette déclaration-là, c'est glaçant même. Oui, complètement. En fait, toutes les personnes qui travaillent sur la question des pesticides et des néonicotinoïdes depuis des années, voire des décennies, sont effarées de ce retour en arrière, pensant que ce qui était acquis pour notre santé et pour l'environnement l'était pour de bon. Et ils sont effarés aussi de voir que des certitudes scientifiques, des recherches, des études menées par plusieurs instances sont niées et qu'on choisit finalement des intérêts catégoriels qui primeraient sur la santé des habitants. C'est évident que l'acétamipride et les néonicotinoïdes ont un effet sur les abeilles, sur les pollinisateurs, ce qui pose des vraies questions en termes de résilience de notre agriculture, parce que sans pollinisation, on risque d'avoir des rendements aussi qui baissent. Donc en fait, on conforte un modèle agricole dont on connaît aujourd'hui les limites. À la limite, quand il a été mis en place il y a une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait et on y va quand même. D'où cette colère immense dont on parle et d'où cette crainte de cancer, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un lien entre pesticides et cancer. Et dans le même temps, les élus qui ont voté pour ce texte expliquent aussi qu'il fallait défendre une agriculture à bout de souffle, que l'acétamipride, je vais y arriver, il va falloir qu'on s'y habitue, avait été interdite en France en 2018. Elle est aujourd'hui réintroduite. Gabriel Attal a tenté de se justifier, d'expliquer aussi que le recours à ce pesticide se ferait de manière très, très encadrée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est si simple et si manichéen que ça? Est-ce qu'en gros, quand on dit que les députés qui ont voté cette loi ont voté pour le cancer, c'est si simple finalement? Ça, c'est l'explication de Gabriel Attal pour justifier... Oui, l'explication, c'est de dire la France est la seule en Europe à interdire et donc on crée une concurrence déloyale, et nos agriculteurs vont en pâtir. Ça, c'est l'argument qui revient tout le temps. Argument qui se couple au constat que le modèle agricole est à bout de souffle, que les agriculteurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ont des salaires qui ne sont pas décents et c'est une profession qui est en crise. Tous les agriculteurs qu'on a rencontrés à Reporter nous disent en fait, nous, ça ne va pas nous aider. La réintroduction des néonicotinoïdes ne va pas faire augmenter nos salaires. On a besoin de mesures vraiment conséquentes pour l'agriculture, mais c'est une mesure qui ne concerne qu'une petite partie des agriculteurs. Les paysans, en fait, si on devait... Oui, l'agriculture paysanne, le maraîchage, ça, c'est pas concerné. Quant au cancer... il y a aujourd'hui plus qu'un faisceau d'indices pour lier la prévalence de cancer et l'exposition aux pesticides. C'est des cancers infantiles dont on parle. Ce sont des leucémies, ce sont des maladies qui brisent des vies et et il n'est pas exagéré de le dire puisque cette
toxicité, elle est reconnue. Elle est scientifiquement prouvée. Et là où il faudrait que toute l'Europe aille vers des normes plus exigeantes pour le respect de l'environnement et pour notre santé, en fait, on prend le moins disant. On prend les normes qui nous protègent le moins. Et en ça, on est sur un recul historique et on est sur une régression et du point de vue de la santé et du point de vue de l'environnement. Merci beaucoup, Amélie Mouget, directrice de la rédaction de Reporters. Merci d'être passée par le plateau de France 24. Dans l'actualité de la semaine aussi, ces perquisitions menées au siège du Rassemblement national. Une enquête est ouverte depuis juillet 2024 pour soupçon de financement illicite. La justice s'intéresse à des prêts accordés par de riches militants partis d'extrême droite et à ses candidats. Jordan Bardella a dénoncé, je cite, une nouvelle opération de harcèlement. Ils ont quitté sans un mot le siège du RN. Pendant près de 10 heures, une vingtaine de policiers et de magistrats ont perquisitionné les bureaux du parti d'extrême droite. C'est son président Jordan Bardella qui l'a annoncé, dénonçant une atteinte à la démocratie. Cette opération spectaculaire et inédite s'inscrit clairement dans une nouvelle opération de harcèlement. Jamais un parti d'opposition n'a subi un tel acharnement sous la Ve République. Le parquet de Paris, à l'origine de ces investigations, soupçonne des irrégularités dans le financement des campagnes de 2022 et 2024, notamment par l'intermédiaire de prêts contractés auprès de militants et de sympathisants. L'information judiciaire doit permettre de déterminer si ces campagnes ont été notamment financées grâce à des prêts illégaux, ainsi que par des surfacturations de prestations ou des facturations de prestations fictives. Le RN aurait eu recours à un système de prêts interdit depuis 2017. Il n'est plus possible de bénéficier de plus de 5 prêts par la même personne pour un total d'au moins 75 000 €. C'est ce que la commission des comptes de campagne appelle des prêts habituels. Une pratique qui permettrait au RN de se financer en évitant les règles en place, selon ce spécialiste du financement des partis. Si on limite les dons, mais qu'on autorise de façon illimitée des personnes riches à prêter de l'argent à des partis politiques, eh bien, ça veut dire que tout simplement, les règles qui servent à limiter l'impact des personnes extrêmement fortunées sur la vie politique française pourraient être trop facilement contournées. Des accusations de financement illicite balayées par Jordan Bardella. On ne peut pas d'un côté valider des comptes de campagne et venir quelques années après expliquer que les prêts que nous avons consentis étaient illégaux. Il y a un flou juridique autour de cette notion et que précisément la notion de prêteur régulier fait précisément l'objet d'une zone grise sur le plan juridique. 3 mois après la condamnation de Marine Le Pen, cette nouvelle affaire embarrasse encore un peu plus le RN, à moins de 2 ans de la présidentielle. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre attention.